Juste avant de plonger dans la puissance démoniaque de Dante, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour, Instant Gaming. C'est le site que j'utilise pour choper mes jeux à prix cassé, que ce soit des précommandes, des classiques ou même des abonnements. Il y a vraiment tout. Mais en plus là, il y a un concours de fou. Instant Gaming fait gagner 3 Nintendo Switch 2. Oui, 3 consoles toutes neuves, pour 3 gagnants tirés au sort à la fin du compte à rebours. Pour participer, rien de plus simple, il te suffit d'avoir un compte Instant Gaming, de cliquer sur le bouton participer, et c'est tout. Le concours dure jusqu'au 13 avril, alors dépêche-toi de tenter ta chance. Bonne chance à tous, et encore merci à Instant Gaming pour leur soutien. S'il y a bien un personnage qui est vraiment ultra arrogant, c'est bien Dante de Devil May Cry. Non, vraiment le gars, il défonce plein de démons en freestyle. Il est tellement au-dessus que lorsqu'il croise le roi des Cerbères, il dit juste qu'il schlingue un max et que c'est un bon petit toutou. Et aussi, lorsqu'il croise un démon toupie tranchant, il en profite pour s'approcher et se raser. Et en vrai, ça m'étonne pas, puisque Dante est vraiment beaucoup trop puissant pour son univers. Et du coup, il est temps de voir quelle est la vraie force du fils de Sparda. Et j'ai qu'une chose à dire, jackpot! Alors, je me dois de le préciser, puisque Devil May Cry est un univers plutôt vaste, et qui a même un petit multivers. Et afin de faire une vidéo précise sur la vraie force de Dante, je prends le principal. Donc je vais prendre en compte Devil May Cry 1 à 5, ils sont tous canons, et je parlerai vite fait du 2, parce que bon, c'est un peu un filler. Aussi, je compte prendre en compte l'anime sorti en 2007, vu qu'étonnamment, il est canon, et il se passe entre DMC 1 et 2. Et on sait que l'anime est canon, puisque dans le 5ème épisode, Dante reçoit un appel de Patty, personnage qui provient de l'anime. Et Morrison, l'homme qui donne des jobs à Dante dans le 5, est également apparu dans cet anime. Oui, c'est le même personnage, il a juste changé de couleur de peau parce que c'est comme ça. Cherchez pas. Et aussi, il est possible que je prenne en compte le manga Devil May Cry 3, les romans, les CD-dramas, et aussi, pour le LOL, je parle un petit peu de Marvel vs Capcom 3, où Dante apparaît. Et vu que tous les persos sont notés comme des personnages de l'univers Marvel, notamment avec la Power Grid, ça va nous donner une bonne échelle pour établir la vraie force de Dante. Par contre, je ne parlerai pas de la tentative de reboot de 2013, c'est pas le même univers, et concernant l'anime de 2025, c'est pas canon non plus. C'est un peu comme la série Castlevania de Netflix qui adapte le scénario de différents jeux. Mais bon, il est possible que j'utilise les images du reboot ainsi que l'animé pour expliquer 2-3 trucs côté lore, ça sera juste pour illustrer. Dès le premier jeu, on nous plante le décor direct, histoire d'avoir les bases du scénar. Problème, c'est un texte blanc en police d'écriture gothique avec de l'animation derrière. C'est juste illisible, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en mieux. Dans ces jeux, vous l'aurez compris, on joue Dante, fils de Sparda, l'un des plus puissants démons de Mundus, le roi. Le souci, c'est que le père de Dante, il est tombé amoureux d'une humaine nommée Eva, ce qui l'a rendu gentil, au point où Sparda a trahi Mundus en l'enfermant lui et son armée dans le royaume des démons. Ah bah, sacrée preuve d'amour ça. Après ça, Sparda a vécu sa meilleure vie avec Eva dans le royaume des humains, et ils ont eu des jumeaux, Dante et Vergil, un mélange d'espèces entre humains et démons. Puis un jour, Sparda disparaît sans explication, et Mundus, qui a réussi à se libérer, se venge de ce que Sparda lui a fait en tuant Eva, laissant Dante et Vergil orphelins qui vont finir par se séparer. Des années plus tard, Dante a ouvert son entreprise de chasse aux démons, qui d'ailleurs n'a même pas nom, faut dire qu'il était pas très inspiré. Il est invité par Arkham, alors non, pas ce gars de Batman, l'un des méchants du jeu, qui l'invite donc dans la tour Temenigru. La tour, on peut réouvrir les enfers. Vous voyez venir la douille. En chemin, il va faire la rencontre de Lady, une jeune chasseuse de démons, et retrouve son frère Vergil, qui veut récupérer le pouvoir de leur père Sparda. Sauf que, oh là là, on l'avait pas vu venir, tout ceci n'était qu'un piège d'Arkham qui veut réouvrir les enfers pour avoir les pleins pouvoirs et instaurer une ère de chaos. Sauf que bon, frérot, t'as deux fils d'un des plus puissants démons en face de toi, alors forcément ils font équipe pour te défoncer. Enfin, juste avant de se mettre sur la gueule dans un combat fracticide, où Dante va gagner, mais Vergil, qui a un petit peu trop d'ego, il va se laisser tomber dans les enfers, et son frère est contraint de le sceller. Bah ouais, c'est son job de héros quoi. Du coup, Dante pleure son frère, et Lady lui donne le nom qui va inspirer celui de son agence, Devil May Cry. Des années plus tard, Dante fera la rencontre de Trish, une femme ressemblant beaucoup à sa mère, sur laquelle Dante a un crush. Bizarre. Elle lui donne un taf, plutôt chaud quand même, aller sur Mallet Island pour vaincre Mundus qui s'est libéré de ses entraves. Au cours de son aventure, Dante retrouve Vergil, devenu un démon esclave de Mundus après avoir essayé de le combattre. Oui, il était ultra chaud d'affronter le roi des démons, en mode si mon père l'a fait, il peut le faire, mais il s'est fait défoncer et contrôler par son adversaire. Et comme si les retrouvailles tragiques avec son frérot ne suffisaient pas, en fait, Trish finit par trahir Dante car c'était un démon créé par Mundus à l'image de sa mère pour piéger Dante. Enfin, jusqu'à ce qu'elle trahisse son boss cette fois, parce que bon, tu comprends, elle s'est attachée à Dante. En même temps, quel BG charismatique ce gars. Enfin bref, elle se prend une violente attaque, Dante pète un câble, et prend alors une forme démoniaque similaire à son père, et tabasse Mundus, retourne au Devil May Cry avec Trish, et le renomme le Devil Never Cry, parce que maintenant, c'est un homme.
un vrai. Sauf que les développeurs se sont sûrement rendus compte que c'était une belle idée de merde, donc ils ont rechangé le nom après. Et d'ailleurs, je skip le 2 parce que bon, c'est pas très intéressant, c'est juste un filler quoi. Plus tard, dans DMC4, cette fois on ne suit plus Dante, mais Nero, le fils de Vergil qui a un bras démoniaque et qui est au service d'une église nommée l'Ordre de l'Épée. Juste des mecs chill qui vénèrent Sparda et prétendent vouloir éradiquer les démons de la surface de la Terre. Du coup, on peut trouver ça étrange que Dante les massacre. Genre il arrive et PAM! Il met un headshot au vicaire. Comme ça, gratos. Je sais que Dante peut être assez violent, mais jamais il est méchant. Normalement, il tue pas les humains. Sauf qu'on découvre que c'est pas une église, mais une secte qui veut en réalité utiliser le pouvoir des démons pour devenir surpuissant avec une apparence angélique. Ouais. Un peu chelou comme ambition. Au cours de l'aventure, Nero va affronter Dante, essayer d'arrêter l'invasion des démons, avant d'enfin capter que les méchants, bah c'est l'Ordre de l'Épée. Et histoire de level up pour affronter tout ce bordel, Nero fusionne son bras démoniaque avec Yamato, l'épée légendaire de Vergil. Nero va alors s'allier à Dante et toute sa clique pour combattre le méchant et le vaincre. Et pour les événements du dernier jeu, ça commence mal direct pour le pauvre Nero, qui se fait arracher son bras démoniaque par un Vergil au port de la mort. Ouais. Sympa le daron. S'ensuit l'apparition d'un individu nommé V et d'un arbre géant sur Terre qui fait surgir une légion de démons dirigée par le plus puissant démon que Dante n'a jamais rencontré, Urizen. Tous les chasseurs de démons ne font pas le poids, et même Dante se fait exploser. Urizen prend le contrôle du monde avec son arme, le Quillfoss. Mais après un mois, Dante va se régénérer, devenir bien plus fort, et battre enfin Urizen. Et spoiler, V et Urizen, ils proviennent tous les deux de Vergil. Le premier c'est sa partie humaine, et l'autre c'est sa partie démoniaque. Et lorsqu'ils fusionnent, on découvre donc le vrai méchant, qui est en réalité Vergil. Dante va essayer d'arrêter son frère une bonne fois pour toutes, sauf que Nero éveille ses pouvoirs, et défonce Dante et Vergil pour leur remettre les idées en place. Toutefois, le Quillfoss est toujours actif et il faut le couper directement à la racine, donc aux enfers, forçant Dante et Vergil à y aller pour y mettre fin à toutes ces histoires. Et aujourd'hui, Dante et son frère sont toujours en enfer, à faire des combats par-ci par-là, ils sont plus ennemis, ne veulent plus se tuer, mais ils restent encore rivaux. Et ça, c'est sûrement une histoire d'ego pour savoir qui est le plus fort. En tant que chasseur de démons, Dante se doit d'avoir des compétences à la hauteur de sa légende. Et que ce soit dans les jeux ou dans l'animé, il a fait preuve d'aptitude physique monstrueuse. Non, vraiment, il a des compétences plus qu'impressionnantes, et pourtant, il est loin de se donner à fond. Pour preuve, il se fout constamment de la gueule de ses adversaires. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est récurrent, la compilation des moments où il se moque d'un ennemi sur YouTube, ça dure 25 minutes. C'est dire à quel point il sait qu'il est au-dessus. Dans DMC3, qui est le premier chronologiquement, il est capable de détruire une énorme statue avec un simple coup de poing d'agacement, ou encore d'éclater des gros rochers à main nue comme si c'était du polystyrène. Donc pour lui, embrocher un mec avec son épée afin de la changer en une sorte de masse pour tabasser d'autres gars, c'est vraiment facile. Il est également ultra rapide. Lors de son affrontement sous la pluie à l'épée contre son frère Vergil, ils ont changé énormément de coups au point que ça a repoussé toutes les gouttes pendant quelques secondes. Et au vu de la surface et de la durée, ils ont repoussé plus de 10 000 gouttes de pluie, ce qui est quand même très impressionnant. Dans l'animé, on le voit à plusieurs reprises repousser des démons gigantesques avec son épée par sa simple force. Alors, dans Marvel vs Capcom 3, ils l'ont mis 4 en force, ce qui est égal à Spider-Man. Mais en vrai, je pense qu'honnêtement, il devrait être un bien plus. Parce que dans l'affrontement final de l'animé, il témoigne d'une force supérieure à un démon qui éclate des immeubles avec une facilité déconcertante. Alors ok, c'était pas dans sa forme de base, puisqu'il est passé un bref instant dans son état de David Trigger, donc en soi, on peut se dire qu'il triche un petit peu. À un moment, il se fait bouffer par une créature gigantesque, mais il arrive à repousser les deux mâchoires pour s'extirper de la gueule du monstre. Ouais, le mec c'est Pickle dans Baki. Et pour finir, dans DMC4, à un moment il y a une statue gigantesque qui a essayé de le frapper, mais il a aisément stoppé l'attaque et dévié le coup. Donc voilà, 4 en force, je trouve ça un peu faible. Il devrait au moins être à 5, comme par exemple le Rhino. Côté vitesse, le jeu le note à 3, mais perso, je lui donnerais bien plus. On a bien vu qu'un mec a essayé de le fuir en voiture, mais il était déjà sur le chemin de sa cible. On croirait presque qu'il a utilisé le déplacement instantané de Goku. Il a été capable d'esquiver plusieurs fois des balles et autres projectiles à bout portant, voire même de les choper avec les dents. Ouais. C'est badass. Donc MDR, ça veut déjà dire qu'il est plus rapide que Quicksilver dans Avengers 2. Et il est tellement rapide qu'on le perd de vue. Donc bon, en vitesse, il mérite au moins un 4 comme Spider-Man 2099 ou Speed. On a vu qu'il était assez rapide pour réagir à des ennemis ayant pouvoir de téléportation. Et ça, ce n'est pas rien. Par contre, ses caractéristiques les plus poussées, c'est sa maîtrise du combat et sa résistance, qui sont notées à 6 dans les stats. Et sur 7, c'est énorme. Et concernant sa résistance, elle est clairement surhumaine, comme Thor ou Sentry. Vraiment, sa résistance est abusée. Il peut avoir plusieurs trucs plantés dans le corps, mais tranquille, c'est de l'eau. Il s'est déjà mangé une explosion de moto en pleine gueule et il n'a même pas sourcillé. Se faire empaler, c'est presque sa morning routine tellement ça lui arrive dans quasiment tous les jeux et même dans l'animé par sa propre épée. Pourtant, le gars s'en remet toujours en 5 secondes chrono. Et le mec est tellement résistant qu'il en joue. Genre dans son premier combat contre Nero, c'est juste un troll. Il fait genre qu'il est mort, tout ça pour se foutre de sa gueule dès qu'il a le tourné. Il a déjà subi une pluie de météorites,
plusieurs patates de Nero avec son bras démoniaque, et lui il était là, tranquille. Et même si par miracle vous arrivez à le blesser, bonne chance hein, parce qu'il a une régénération sur cheaté. Genre toutes les fois où il s'est fait embrocher, il s'est toujours régénéré dans la minute. C'est tellement puissant que ça régénère même ses fringues. Et d'ailleurs en vrai ça fait aucun sens. D'ailleurs ne pensez pas le tuer avec des armes humaines, puisque comme tous les démons, ça ne lui fait absolument rien. Et enfin, en combat, il a 6 sur 7. Ça veut dire qu'il maîtrise la plupart des formes de combat, comme Electra ou Iron Fist. Ce qui expliquerait d'ailleurs comment en testant une nouvelle arme démoniaque, il est capable d'utiliser son plein potentiel. En plus de ça, l'une des particularités de Dante, c'est les styles de combat qu'il maîtrise et peut changer hyper facilement plan fight. Bon, en vrai, c'est surtout pour varier le gameplay, mais ça peut aussi expliquer son 6 sur 7 en compétences de combat. Avec le style Trickster, Dante est capable de faire des dashs pour se déplacer rapidement vers un de ses adversaires. Il peut même le faire en l'air, et il est si rapide qu'il semble se téléporter sur une courte distance. Mais c'est pas la téléportation, juste il bouge plus vite que l'œil ne peut voir, en plus de pouvoir faire des plateformes invisibles pour dasher ou sauter à nouveau. Quand je vous disais que son 3 en vitesse, ça me semblait un peu bas, c'est pas pour rien. Mais les styles, c'est pas que pour le déplacement. Il y en a aussi qui sont redoutables en combat, comme le Gunslinger et le Swordmaster, qui lui ajoutent respectivement des techniques aux armes à feu et au corps à corps. De quoi le rendre redoutable, peu importe la distance. Après, son style qui a plus de flow, c'est clairement Royal Guard. Ce truc, lorsqu'il active avec le bon timing, lui permet de le protéger de n'importe quelle attaque, même des plus destructrices, et il peut renvoyer les dégâts de son adversaire. Le meilleur truc pour détruire des boss en flexant en max. Et d'après le roman de DMC4, Dante utilise l'énergie démoniaque pour renforcer ses bras et ne peut pas être blessé, en plus de stocker l'attaque pour la renvoyer. En bref, c'est un peu comme le Ki dans Dragon Ball ou le Ned dans Hunter x Hunter. Et avec ce style, il peut même se créer une armure démoniaque qui le protège de tout. Et franchement, c'est trop classe. Bon, après ça, c'est ses cas-styles habituels, mais en fonction des jeux, il y en a d'autres, tout aussi utiles, comme le Darkslayer. Un style normalement utilisé par son frère pour se servir de Yamato, un katana qui lui permet rien de moins que de trancher les dimensions. Après, il est pas aussi rapide et précis que lui, vu que le Judgment Cut de Dante est assez large et très lent, alors que la même attaque utilisée par Vergil est plus précise et spammable à volonté. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a 6 sur 7 en compétences de combat. Bah oui, comme on l'a vu avec le Yamato, il les maîtrise pas tous. Et ces deux autres styles sont littéralement des super pouvoirs, et on les a vus dans le 3, et vite fait dans des crossovers. Il a par exemple le Doppelganger, qui permet à Dante d'invoquer une sorte de clone, qui a les mêmes compétences que lui, ce qui est idéal pour aider à combattre une horde ennemie, ou faire des 2v1 contre un boss. Et puis aussi, t'as aussi Quicksilver, qui permet tout simplement d'arrêter le temps. Non, vraiment, c'est trop cheaté. Et si un jour il affronte un ennemi qui est trop puissant, ça va pousser Dante à se donner vraiment à fond. Et il révélera alors son vrai pouvoir lorsqu'il se met en état de Devil Trigger. Là, il rigole plus. Il libère une partie de ses pouvoirs démoniaques et arbore une apparence qu'il est tout autant. Il est bien plus puissant, rapide et résistant, en plus de pouvoir étendre la portée de ses attaques et d'améliorer sa capacité de régénération. Enfin bref, si Dante affronte un truc sous Devil Trigger, soit c'est Vergil et il peut tenir, soit il sera mort dans les 12 secondes qui suivent. Et vraiment, le fils de Sparda est déjà ultra polyvalent et dites-vous que j'ai même pas encore parlé de ses armes. Bon, on a vu qu'en termes de physique et capacité, Dante est déjà redoutable, mais tout bon chasseur de démons se doit d'avoir un équipement à la hauteur de celui qu'il manie. Et vraiment, Dante, il a beaucoup d'armes sur puissance. Son arme la plus iconique est d'abord son épée légendaire, Rébellion, dernier souvenir de son père Sparda. Une épée bien puissante, solide et tranchante, qui a accompagné notre chasseur de démons durant de nombreuses aventures. Avec, il peut faire pas mal de trucs de fou, comme faire des attaques dans tous les sens, la balancer en mode boomerang, et même faire des ondes de choc. Les autres armes iconiques de Dante, ce sont ses flingues, Ebony et Ivory. Deux pistolets de gros calibre, conçus exprès pour lui. Ebony tire de grosses bastos très puissantes, et Ivory a une cadence de tir en rafale. Avec ses guns, Dante est très précis et sans même ne jamais avoir besoin de les recharger. Pour le combat à distance, c'est idéal pour lui. Et sinon, il a également un fusil à pompe. Il peut le faire tourner autour de lui comme un nunchaku pour toucher tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est vraiment trop stylé. Après, c'est ses armes iconiques, mais c'est très loin d'être les seules. Déjà, dans ses autres épées, il lui arrive aussi d'utiliser Sparda, une épée démoniaque plus puissante que Rébellion, et c'est celle qu'utilisait son père. Ouais. Un peu chelou de donner son nom à une épée, non? Enfin bref, on l'a vu notamment dans le 1 et dans le 5, mais en général, il la laisse à triche. Après, en lame assez notable, il a déjà manié Alastor. C'est une épée bien pratique, qui en plus de faire de la foudre, lui permet de se déplacer à la vitesse de l'éclair. Bon, après ça, c'est des armes assez basiques, et il est temps que je vous parle des armes les plus originales. Et on commence avec Lucifer, une paire d'ailes qui lui permet de tirer plein de lances. Il peut les faire téléporter pour les remettre en place. Par exemple, il peut les faire en ligne, pour qu'elles te foncent dessus, ou créer un genre de protection. C'est assez drôle à utiliser, et c'est peut-être mon arme préférée de la licence, vu que tu peux faire une bonne séance d'acupuncture aux ennemis. Mais le plus fun, c'est que si Dante claque des mains, elles explosent. D'ailleurs, en arme très originale, il y a également Nevan. C'est une guitare qu'il peut utiliser comme il faut pour attaquer, et surtout, s'il joue de la guitare, il peut utiliser de la foudre et invoquer des chauves-souris. Vraiment, c'est métal. Et ça me fume de rire qu'il fait un concert lorsqu'il teste son arme. Et tiens,
Pour l'anecdote, la forme Devil Trigger de Dun change de design avec toutes les armes dans le 3. Et lorsqu'il utilise sa vraie puissance avec Nevan, il a la capacité de voler et de contrôler la foudre. De quoi rendre ses concerts encore plus électrisants. Sinon, il peut se prendre un petit peu comme Bruce Lee avec un tri-bâton de glace qu'il a eu Cerber. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un bâton de combat qui peut séparer en 3, c'est relié par une chaîne, ça en fait une sorte de nunchaku que Dun maîtrise mieux que Bruce Lee et ses petits nunchaku. D'ailleurs, en parlant de Bruce Lee, Dun est aussi très fort avec ses poings et ses pieds, et c'est pas mal aidé par ses gants et ses jambières de combat que sont Beowulf, Ifrit et Gilgamesh. Avec ça vraiment, il te défonce. Il peut faire des méga shurikens, et c'est tellement jouissif d'enchaîner les ennemis avec plein de coups de pied. Et tout ça, c'était que ses armes au corps à corps, puisqu'il a aussi plein d'armes à feu. On l'a déjà vu utiliser des explosifs comme Kalina Han, le lance-roquette de sa collègue Lady, ou encore un lance-grenade. Normalement, vous savez ce que c'est. Mais la particularité, c'est que Dun peut l'imprégner d'énergie de foudre ou de feu, histoire d'abuser encore plus niveau dégâts. Ajoutez à ça les Nightmares, qui tirent des projectiles d'énergie rebondissant sur des murs, ce qui fait que Dun peut vraiment foutre le chaos sur le champ de bataille. En dehors de ça, il a également Spiral, un canon anti-char, normalement fait pour être une espèce de tourelle. Mais Dun est tellement fort qu'il l'utilise à la seule force de ses bras. Donc vraiment, Dun c'est un one-man army, mais son arme à distance la plus puissante provient du 4ème opus, et c'est la boîte de Pandore. Une mallette qui peut se changer en 666 armes à feu différentes, même si, bon, pour des raisons de gameplay, il va juste avoir quelques attaques avec. Il peut changer d'arme à volonté, et peut sortir un lance-roquette, peut le switcher dans une forme bien plus puissante, et le change directement en giga laser. Sinon, il peut sortir un minigun, un méga shuriken, comme Sasuke, mais ses deux plus grosses attaques, c'est Argument, où il se construit une giga machine pour voler et balancer plein de missiles téléguidés, et Omen, où juste il pose la valise par terre, et ça fait une giga aura lumineuse qui tue tous les démons présents dans la zone. Donc voilà, Dun a dans sa poche plus d'armes à feu qu'un personnage de GTA. Et ça c'est fort hein. Et d'ailleurs, il y a une question qui revient assez souvent, c'est pourquoi Dun ne conserve pas ses armes d'un jeu à l'autre. Enfin, à part Rébellion, Ebony Ivory et le shotgun. Bon, déjà, c'est histoire de changer le gameplay, mais aussi parce que Dun, entre les jeux, il met en gage ses armes. Parce qu'en bon chasseur de démons qu'il est, il est criblé de dead dans tous les sens. Et ça, on l'apprend en interview ou dans les audiodramas. Bon, je vous ai beaucoup parlé de la puissance de Dun, mais j'ai très peu parlé de ce qu'il a fait dans le 5ème épisode, parce que c'est dans le jeu qu'il est au summum, que ce soit en termes d'arsenal ou de puissance pure. Alors, que vaut Dun à son prime? Bien entendu, il conserve toutes les compétences évoquées plus tôt, que ce soit la force, la vitesse, les capacités, ou le Devil Trigger. Toutefois, même avec tout ça, Dun n'a pas été assez fort pour lutter contre Urizen, l'antagoniste de DMC5, et son iconique rébellion va finir brisée. Et en vrai, c'est pas étonnant. D'après les romans, Urizen est bien plus puissant que Mundus ou encore Argosax, le boss final chaotique de TMC2. Dun se réveillera un mois plus tard et cherchera à être plus puissant pour vaincre le démon. Mais bref, parlons de son nouvel arsenal. Rébellion brisée, il a remplacé un temps par Sparda, l'arme de son père qu'on a déjà évoqué. Basiquement, il a les mêmes attaques que ce qu'il avait avant avec son arme de base, mais en plus fort. Puis il débloque au cours du jeu son épée démoniaque finale, et c'est clairement son arme la plus puissante, et elle se nomme comme lui, Dun. Pour ce faire, il a planté Sparda et Rébellion en lui pour fusionner les deux épées. Cette épée est vraiment très puissante, au point de lui permettre de repousser Urizen, et en plus de ça, elle est extrêmement versatile. Avec, il est capable d'invoquer des lames rouges qui frappent des ennemis, et son épée booste ses autres styles de combat lorsqu'il est en Devil Trigger. Genre en Trickster, il a une sorte de réacteur qui lui permet de faire des doubles sauts en plus pour avoir une meilleure mobilité. En Gunslinger, ses épées envoient des attaques automatiques et téléguidées. Et en Royal Guard, les épées forment un bouclier pour aider Dun à bloquer les attaques. C'est clairement son arme la plus puissante, mais en dehors de ça, pour augmenter sa puissance brute, il a évidemment des gants et jambières de combat encore plus puissants que ce qu'on a vu avant, les Balrog. Bon, déjà, cette arme est imprégnée de la puissance du Seigneur des Enfers. Il peut faire du breakdance ou encore mettre des giga patates. Et plus il frappe avec, plus l'arme devient puissante. C'est vraiment n'importe quoi comment c'est puissant, en plus d'être étrangement stylé. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de son tri-bâton dans le 3? Et bah là, il a une version plus puissante, puisqu'il est cette fois issu du roi Cerber. Il fonctionne comme le premier, mais peut en plus avoir des éléments de feu, de foudre ou de givre. Et perso, mon arme préférée, c'est Cavalière. Dans l'animé, on voit souvent que Dun est un motard, mais dans le jeu, il peut carrément diviser sa moto en deux pour en faire deux tronçonneuses et utiliser les roues comme lame. Vraiment, les devs ont une sacrée imagination pour celle-là. Et évidemment, tu peux te battre avec la moto. Et franchement, c'est trop cool. Après, en arme à distance, il a toujours Ebony Ivory et évidemment son fusil à pompe. Il a récupéré le lance-roquette de Lady et Nico lui a offert un autre qui peut se combiner en duo. Et avec les deux, il peut tirer un énorme rayon laser. Mais son arme à distance la plus stylée, c'est Dr. Faust. Un chapeau qui lui offre aussi une écharpe. Et quand Dun teste l'arme, il fait un moonwalk à la Michael Jackson. Non mais MDR quoi. Et cette arme lui permet d'utiliser comme projectile ses orbes rouges, qui sont littéralement la monnaie du jeu. C'est comme si je balançais ma YouTube monnaie à la gueule de mes haters. D'ailleurs, cette arme est tellement pétée qu'il y a moyen de one-shot même le boss final. Vraiment.
en fonction du nombre d'orbes rouges que t'as, tu peux envoyer des météorites. Cependant, comme on l'a évoqué plus tôt, son Devil Trigger était insuffisant face au démon Urizen. Toutefois, le truc qui rend Dunt super puissant, c'est le Sin Devil Trigger. C'est simple. Après avoir fusionné Sparda et Rébellion, Dunt a libéré totalement ses pouvoirs démoniaques afin d'obtenir cette nouvelle forme qui est vraiment imposante et terrifiante. Avec, il peut voler très rapidement, est assez fort pour repousser un Urizen boosté aux hormones, et a plein de nouvelles capacités comme agrandir la taille de son épée, la manipuler avec une forme de télékinésie, faire des explosions, envoyer des projectiles de feu, ou encore balancer plein d'énergie démoniaque. Il peut aussi faire des trous noirs, MDR, et son ulti c'est de faire un enchaînement de coups qui fait vraiment des gros dégâts, et à la fin il génère une explosion qui ravage tous les ennemis aux alentours. Clairement, il est bien plus fort qu'on pourrait le penser. Alors ok, les jeux Devil May Cry sont pas hyper impressionnants en termes de destruction, mais dans le lore, Nightmare est capable de détruire les enfers, et Mundus est bien plus puissant que ça. Alors ok, lors de leur premier affrontement, Dunt a pu vaincre Mundus en étant boosté, mais depuis le 5ème opus, Dunt est bien au-delà du roi des démons. Et actuellement, il n'y a pas grand monde dans son univers qui peut le vaincre. Là, je pense juste à Nero et Virgil. Et si Dunt revient un jour dans Marvel vs Capcom, ça serait peut-être l'un des personnages les plus puissants du roster. Donc je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi Dunt est souvent comparé à Bayonetta ou encore Kratos en termes de puissance. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si elle marche bien, j'en ferai peut-être bien une vidéo sur Virgil, qui est peut-être le perso que je trouve le plus classe de la licence. Mais bref, dites-moi si ça vous chauffe, dites-moi également qui est votre personnage préféré de DMC, et moi je vous dis à la prochaine, ciao!